C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, pas d'élection présidentielle avant le 2 juin au Sénégal. C'est ce que préconisent les deux commissions dans leurs conclusions à l'issue du dialogue national voulu par le président Macky Sall. Elles recommandent également une prolongation du mandat présidentiel. Nous serons à Dakar dans un instant. Ce nouveau départ dans les relations franco-marocaines après 18 mois de brouille, Paris renoue avec Rabat. Pourquoi ce rapprochement intervient-il maintenant? Quelles conséquences sur les relations avec Alger? Autant de questions que nous poserons à notre invité Khadija Mohsen Finan, politologue spécialiste du Maghreb. Et à la fin de ce journal, on vous emmène au Bénin, le pays au cœur du film documentaire de Mati Diop, récompensé par l'Ours d'Or à Berlin. La réalisatrice franco-sénégalaise a raconté l'histoire fabuleuse du retour des trésors du royaume de Dahomey sur leur terre. Reportage à suivre. Le dialogue national voulu par le président Macky Sall pour mettre fin à la crise qui a suivi le report de la présidentielle a pris fin aujourd'hui. Un dialogue boycotté par la majorité de l'opposition. À l'issue de ce dialogue, deux commissions se sont réunies pour livrer leurs conclusions. On retrouve tout de suite notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Eliman, bonsoir. Que préconisent ces deux commissions et quelles sont les réactions ? D'abord, il faut dire, c'est la date de la présidentielle, que la présidentielle se tienne le 2 juin. C'est la première proposition de ces différentes commissions qui se sont réunies aujourd'hui à Diamniadio. La deuxième, c'est que le mandat du président de la République soit prolongé jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur. Il faut dire que cette proposition avait déjà été faite par l'Assemblée nationale en début février, que le mandat du président de la République soit prolongé avant que le Conseil constitutionnel n'intervienne pour annuler cette proposition de loi faite par l'Assemblée nationale en argumentant que le mandat du chef de l'État ne pouvait être prolongé. Il a été également question dans les discussions au dialogue national du fait que la liste des candidats soit augmentée et que des recalés à cette élection présidentielle, des candidats recalés et qui participent même à ce dialogue national, puissent s'intégrer à la liste des candidats, ce qui pourrait entrouvrir la porte à Ousmane Sonko ou encore à Karim Wade. Il faut préciser que ça ne reste à ce stade que des propositions. Il faut que le président de la République les accepte et on pourra peut-être avoir des premières indications après le Conseil des ministres qui se tient ce mercredi. On ne sait pas encore quand le président de la République va accepter ou pas ces propositions issues du dialogue national. En tout cas, les réactions ne sont pas encore très nombreuses au sein des candidats ni des différentes plateformes qui se sont battues ces derniers jours pour que l'élection présidentielle se tienne le plus rapidement possible. D'abord, le FC25, le front des 16 des 19 candidats à cette élection présidentielle, le front des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024, ainsi que la plateforme qui réunit plusieurs associations de la société civile, la plateforme Arsounou Élections. Leurs réactions sont bien évidemment attendues. Je me suis entretenu avec un candidat à cette élection présidentielle, Thierno Alassane Sall, avant cette liaison. Il estime que si le Conseil constitutionnel ne se renie pas, il ne devrait pas suivre ces propositions, mais ça ne reste, je le rappelle, à ce stade que des propositions. Il faudrait attendre déjà qu'est-ce que le président de la République va décider. Et nous en parlerons avec vous, Eliman Dao, avec l'équipe de nos correspondants à Dakar. Merci beaucoup. L'appel au calme de la société civile guinéenne, un appel après des affrontements hier entre manifestants et forces de l'ordre qui ont coûté la vie à 2 jeunes. Des violences suite au mot d'ordre de grève générale lancé par des centrales syndicales. Dans une déclaration ce matin, les acteurs de la société civile demandent aux autorités et aux syndicats de privilégier l'intérêt du pays pour une sortie de crise. Écoutez. Aux autorités de la transition, la libération sans condition du camarade secrétaire général du SPPG, le camarade Sekou Jamal Pendessa. La réintégration des médias sur les bouquets Canal+. L'arrêt immédiat des brouillages des ondes des médias. Aux organisations syndicales, nous recommandons la suspension du mot d'ordre de grève jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement.
Autre manifestation qui a dégénéré au Nigeria. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel de syndicats pour protester contre le coût élevé de la vie. La crise économique n'a fait qu'empirer depuis l'élection de Bola Tinubu. Récit de Laurent Berstécher. Le ventre vide, ils descendent dans les rues d'Abuja et de Lagos pour crier leur colère. Épuisés par la crise économique, des milliers de Nigérians ont manifesté à travers le pays pour dénoncer des conditions de vie devenues insoutenables. Les Nigérians souffrent. Ce n'était pas comme ça avant. Nous voulons que ça change. Les enfants ont faim, les adultes ont faim. Cela fait plus de 2 ans que le Nigeria s'enlise dans une grave crise économique et les réformes d'austérité engagées par le gouvernement de Bola Tinubu tardent à porter leurs fruits. Peu après son arrivée au pouvoir, le président avait mis fin aux subventions de carburant et au contrôle des devises, sans parvenir à freiner la flambée des prix, ni l'inflation qui atteint des niveaux records. Face à la crise, le gouvernement a récemment ordonné la mise en vente de 100 000 tonnes de céréales à des prix subventionnés, mais la mesure a rapidement été suspendue. Vendredi dernier, une distribution de riz à Lagos avait provoqué une bousculade meurtrière, coûtant la vie à 7 personnes. Nous prions pour le Nigeria. Nous ne voulons pas ce genre de scène. Ce n'est pas juste. Regardez tous ces gens qui meurent. Le gouvernement a récemment annoncé d'autres mesures pour pallier à la crise, et notamment des transferts d'argent à 12 millions de foyers vulnérables. Des réformes insuffisantes pour de nombreux Nigérians qui commencent à perdre patience. Le dégel entre Paris et Rabat. Après 18 mois de tension, la France et le Maroc renouent officiellement. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et son homologue marocain, Nasser Bourita, se sont entretenus à Rabat. Un échange sincère, selon eux. Pour en parler, nous recevons ce soir Khadija Mohsen Finan, politologue, spécialiste du Maghreb, membre du comité de rédaction d'Orient 21. Bonsoir, merci d'être avec nous pour décrypter cette actualité. Alors, la première question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi maintenant, après 18 mois de brouille, une visite s'organise, le ministre français des Affaires étrangères se rend à Rabat et l'échange est sincère selon eux en tout cas. Alors, d'abord, il y a un nouveau gouvernement en France et je pense que Emmanuel Macron s'est senti quand même un peu isolé après les déclarations d'Éric Ciotti, de Rachida Dati et de l'autre côté, sur l'autre bord, Mélenchon, donc Jean-Luc Mélenchon. Donc, il était un peu pris en étau. Qui est né au Maroc d'ailleurs. En tout cas, ces déclarations allaient dans le sens de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais je crois que plus largement, Emmanuel Macron avait envie d'avoir de bonnes relations avec le Maroc. Peut-être que les espoirs qu'il a mis sur l'Algérie n'ont pas été satisfaits, pas complètement en tout cas. Et il avait envie de faire un geste et une détente, et de marquer une détente et d'écrire un nouveau chapitre, comme il l'a dit lui-même. Alors justement, on va prendre la mesure de ce geste concernant par exemple l'autonomie du Sahara occidental. Le ministre français des Affaires étrangères déclare « Le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France. Il est désormais temps d'avancer et j'y veillerai personnellement ». Il n'y a pas grand-chose de nouveau finalement dans la position française. Pourquoi cette fois le Maroc qui en attendait beaucoup plus de la France, pourquoi ça passe ? Le Maroc attendait beaucoup plus, oui, ça c'est certain. Il attendait que la France emboîte le pas aux États-Unis ou à Israël qui sont dans une reconnaissance claire et nette. Et l'administration Biden n'est pas revenue sur cet état de fait. Il attendait ça, le timing n'était pas tout à fait celui-là, il attendait ça en début 21, immédiatement après la reconnaissance par les États-Unis, parce que ça aurait permis au pouvoir marocain d'être beaucoup plus solide vis-à-vis d'une opinion publique qui est farouchement contre. Il y a des sondages qui ont été faits, seuls 27% de la population étaient d'accord avec cette normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Alors, ça se fait maintenant, vous dites qu'il n'y a pas de différence. Moi, je pense qu'il y a quelques différences qui sont dites entre les lignes et qu'il faut quand même déceler. Lorsque le ministre français des Affaires étrangères dit qu'il y a quand même un institut français, qu'il y a un lycée,
sait qu'il y a quelque chose, un institut itinérant, si j'ai bien compris, au Sahara occidental, c'est un début de reconnaissance. Et là, on va plus loin que l'autonomie qu'acceptaient les Français. L'organisation d'un référendum aujourd'hui, personne n'en parle. L'autonomie, il reste à savoir quel est son contenu. Et je pense qu'il y a une politique des petits pas de la part de la France pour aller probablement vers une reconnaissance. Mais maintenant, est-ce que la France, membre du Conseil de sécurité, va oser contourner le droit international pour se mettre dans la même position que les États-Unis et Israël, qui sont les seuls pays aujourd'hui à avoir reconnu la marocanité du Sahara occidental? Alors, on parlait tout à l'heure d'un contexte global. Pourquoi la France prendrait ce risque alors qu'elle a tout fait pour ménager la chèvre et le chou, pour ne pas se fâcher avec Alger, tout en restant proche de Rabat? Comment va réagir l'Algérie? D'ailleurs, aujourd'hui, il y a la secrétaire d'État du Quai d'Orsay qui s'est rendue à Alger pour rencontrer son homologue et le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf. Comment risque de réagir Alger? Comment ménager la chèvre et le chou? Ou est-ce que finalement, on décide que Alger, c'est plus intéressant, notamment avec un changement géopolitique? On a vu que le Mali et le Niger, deux pays proches de l'Algérie, se sont brouillés avec Alger pour se rapprocher de Rabat, et que la France, vu le contexte au Sahel, voulait se rapprocher de ces pays. Comment analyser tout ça? Alors, on peut faire que seulement des hypothèses. Effectivement, aujourd'hui, l'Algérie est très affaiblie au plan régional et international. Et on l'a vu, la facilité qu'elle avait à négocier avec les Touaregs, à avoir langue avec les gouvernements au Niger et au Mali, cette situation n'est plus du tout de mise. Il y a eu des coups d'État et les juntes au pouvoir ne veulent plus de l'Algérie et disent qu'il y a un interventionnisme de la part de l'Algérie. Et cette faiblesse de l'Algérie, elle a profité au Maroc. Elle a profité au Maroc, en Afrique de l'Ouest. Elle a profité au Maroc. Le Maroc qui a une offensive diplomatique très organisée aussi. Très organisée parce qu'ils ont su renouer avec une influence qui était déjà là il y a très longtemps. Donc il y avait quelque chose. Il y avait une influence religieuse, il y avait une influence économique, il y avait une influence politique qui était là, de protection entre le sultan du Maroc et ces contrées qui sont aujourd'hui les pays du Sahel. Donc il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses. Une alliance avec le Maroc n'est pas la même. Le Maroc n'a jamais cessé d'envoyer des signaux positifs à la France. 17 établissements scolaires au Maroc et un seul en Algérie. On a du mal à ouvrir un second. C'est encore en négociation. C'est un message que font passer les Marocains. Et l'Algérie qui ne cesse de vouloir faire passer l'anglais devant la langue française aussi. Voilà, donc, et puis les conditions qui sont encore là pour le voyage du président Tebboune. Il y a plusieurs conditions. Donc je pense que la France n'est pas sortie de ce balancier entre l'Algérie et le Maroc, mais elle a, à mon avis, dosé un petit peu le prix des alliances et a choisi de rétablir ses relations bonnes avec le Maroc. Merci beaucoup Khadija Mohsen Finan, donc politologue, spécialiste de Maghreb. Merci infiniment de nous avoir aidé à décrypter cette actualité. Samedi dernier, la Berlinade sacrait la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop avec l'Ours d'Or pour son documentaire sur la restitution par les ex-puissances coloniales d'œuvres d'art volées en Afrique. Les trésors royaux restitués au Bénin en novembre 2021 sont la trame du film. Alors forcément, sur place, cette récompense suscite des réactions. Reportage d'Emmanuel Sodji, de Raphaël Talé et Priscilla Olympio. La presse nationale du Bénin n'a pas manqué d'évoquer la prestigieuse récompense décernée au documentaire fiction Dahomey de la franco-sénégalaise Mati Diop à la Berlinale. Que la difficile question du retour des biens culturels volés en Afrique par les anciennes puissances coloniales ait retenu l'attention du jury est une véritable source de satisfaction pour les Béninois. J'étais vraiment émerveillé parce que franchement, c'est le nom de tout le Bénin qu'elle a mis devant la scène. Les autorités béninoises saluent l'extraordinaire talent de Mati Diop qui fait rayonner la culture du pays à l'international. Hors du pays. Si oui, à quel moment de votre histoire
C'est un sentiment de joie immense. J'ai vu faire ce film et quand elle a terminé, elle nous l'a présenté. Et pour moi, c'était évident que commencer par Berlin était le meilleur endroit pour ce film. Il y avait un meilleur cadre, une meilleure réception. Durant mon enfance, j'ai grandi avec Disney. Au-delà du thème de la restitution, la réalisatrice traite de cette jeunesse africaine entretenant une relation complexe avec sa propre culture. Un film de dessin animé qui est centré sur Beyoncé. J'ai foi qu'à travers cet exploit qu'elle a su réaliser, beaucoup de Béninois, Béninoises comme moi pourront se reconnecter à leur culture. Ça devient une signature de Mati Diop de parler de la jeunesse africaine à travers, je dirais, des préoccupations quand même fortes, lourdes. Ça nous montre en même temps le travail qui reste à faire vis-à-vis de notre jeunesse. Après le succès aux États-Unis du film américano-canadien The Woman King sur l'épopée des guerrières de l'ancien royaume de Dahomey, dans l'actuel Bénin, la consécration du film de Mati Diop, Dahomey, est un nouveau triomphe pour la culture béninoise. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.